De Gaulle revient au pouvoir en 1958 et relance l'Europe à sa manière. Tout d'abord, il officialise la réconciliation entre la France et l'Allemagne et il forme ainsi le couple franco-allemand qui va devenir par la suite la base de toute l'Europe. Et ce couple franco-allemand, eh bien, c'est De Gaulle-Adenauer. Mais De Gaulle n'a pas du tout la même idée de l'Europe qu'Adenauer. Lui pense que l'Europe, c'est une Europe des nations, c'est-à-dire chaque pays est parfaitement indépendant, mais on peut évidemment faire toutes sortes de programmes en commun avec un certain nombre de pays d'Europe. C'est comme ça du reste que sera lancé le Concorde et d'autres grands programmes européens, mais il n'est pas question d'une politique européenne. De Gaulle va, par la politique de la chaise vide, bloquer le processus politique. En effet, il avait été question que les instances européennes fonctionnent à la majorité et non plus à l'unanimité. Mais dans ce cas-là, évidemment, il était possible qu'une majorité impose à un pays une politique. Et De Gaulle ne voulait absolument pas que lui soit imposée une politique qui n'aurait pas été de son goût. Donc, politique de la chaise vide, on n'est pas là, on ne prend pas de décision, blocage complet de la politique européenne. De Gaulle refusera aussi que l'Angleterre entre dans le marché commun. L'Angleterre avait créé au préalable l'AELE qui était une zone de libre-échange et s'était rendu compte que le marché commun était beaucoup plus intéressant pour elle que cette zone de libre-échange et voulait entrer dans le marché commun. Mais De Gaulle refusait. Et il faudra attendre que De Gaulle quitte le pouvoir et que Pompidou vienne au pouvoir pour que l'Angleterre puisse entrer dans le marché commun, suivi de l'Irlande et du Danemark. C'est le premier grand élargissement de l'Europe. Donc l'Europe des 6 devient l'Europe des 9. Il y aura malgré tout une avancée politique. Mais on peut aussi à ce moment-là approfondir l'Europe et créer de nouvelles institutions. Par exemple, le Conseil européen qui va réunir les chefs d'État tous les 6 mois. Ainsi, à partir de 1974, ce sont donc les chefs d'État qui vont décider des grandes orientations de l'Europe. Les blocages reviennent rapidement. À partir de 1979, c'est Madame Thatcher qui va bloquer encore plus. En effet, Madame Thatcher, Premier ministre anglais, ne voulait qu'une zone de libre-échange et décide pour cela que l'Europe n'a pas besoin d'un budget énorme. Elle réclame donc la baisse de la contribution britannique et ceci à travers une phrase qui est restée extrêmement célèbre qui est « I want my money back ». Donc elle voulait son argent et elle ne voulait surtout pas qu'il y ait de politique européenne. En 1979, nouveau pas dans l'Europe politique, c'est l'élection au suffrage universel du Parlement pour la première fois, ce qui lui donne évidemment une légalité, une légitimité beaucoup plus importante maintenant. De même, toujours en 1979, est créé le SME, le système monétaire européen. Ce système monétaire européen va pousser les différentes monnaies européennes à fluctuer, mais dans un cadre relativement réduit. Donc cela signifie que les pays perdent en partie le pouvoir monétaire, qui est un des pouvoirs de base, qui est un des pouvoirs régaliens. Et donc, progressivement, l'Europe politique progresse. L'Europe va d'abord s'élargir aux pays du Sud. En 1981, la Grèce entre
en Europe. En 86, c'est l'Espagne et le Portugal. Donc, on en est à l'Europe à 15. Mais à partir du milieu des années 80, la crise s'approfondit et dans la plupart des pays européens, ce sont des libéraux qui sont au pouvoir et qui pensent que l'approfondissement de l'Europe ne doit pas se faire au niveau politique, mais doit se faire au niveau du libre-échange, et c'est à ce niveau que pourrait peut-être réapparaître la sortie de crise. Donc, il va y avoir d'une part l'acte unique, et cet acte unique va créer le marché unique en 86, et donc cette fois il y a vraiment un seul et unique marché pour les biens, pour les services, pour les capitaux, et cela paraît être la solution de sortie de crise. Autrement dit, la solution de sortie de crise, elle n'est pas une solution politique. Il va y avoir d'autre part l'accord de Schengen, auquel tous les pays ne participent pas, et c'est intéressant parce que ça montre que maintenant, il va y avoir une participation tantôt de certains pays, tantôt d'autres pays, et que ce n'est pas toute l'Europe qui décide ensemble de quelque chose. Donc cet espace Schengen qui va permettre aux hommes, cette fois-ci, de circuler à travers une partie des pays d'Europe, est important parce que cela montre qu'il y a une certaine supranationalité au niveau des déplacements humains qui sont décidés par l'Europe et non plus par chacun des pays, du moins pour ceux qui font partie de Schengen. Le célèbre traité de Maastricht, qui entrera en vigueur en 1993, créera l'Union européenne. Mais cette Union européenne sera surtout une union économique et monétaire, ce sera l'UEM. Donc il s'agissait surtout de créer le futur euro et non pas de faire vraiment une Europe politique. L'entente au niveau politique est extrêmement difficile avec 15 pays. Mais ça va être encore plus difficile quand, le mur de Berlin tombant en 1989, il va falloir intégrer les pays de l'Europe de l'Est. Après l'entrée des 10 pays européens de l'Est dans l'Union européenne, la volonté a été de créer cette fois-ci réellement les États-Unis d'Europe. Pour créer les États-Unis d'Europe, il fallait créer une constitution. La constitution est écrite, elle est acceptée par l'ensemble des chefs d'État et des différents ministres, et elle est votée aussi au Parlement. Et cette nouvelle constitution, qui précisait les pouvoirs des principales institutions et proposait aussi qu'il y ait un président de l'Europe, on avait même décidé d'un hymne pour l'Europe et puis d'un drapeau. Donc c'était réellement la constitution des États-Unis d'Europe. Tout va s'écrouler parce qu'en 2005, les Français et les Hollandais, par référendum, vont refuser la constitution européenne. Or, il suffisait qu'un seul État refuse pour que cette constitution n'existe pas. Donc, pas de constitution, pas d'États-Unis d'Europe, pas de président d'Europe. Les chefs d'État pensent que quand même il faut faire quelque chose. Mais quoi? En 2007, le traité de Lisbonne est signé par les 27 pays membres, et ceci sans aucun référendum, pour éviter que ne se reproduise ce qui s'était passé en 2005. Que décide ce nouveau traité? Eh bien, il reprend en très grande partie ce qui avait été décidé dans la Constitution, mais sans le président de l'Europe. Les nouvelles dispositions sont le renforcement du pouvoir du Parlement, ce qui est important parce que c'est censé être un renforcement de la démocratie. La nomination d'un président par les différents chefs d'État. Ce président est nommé, c'est M. Van Rompuy, il a relativement peu de pouvoir et ce n'est pas du tout ce qui avait été vu par la Constitution de 2005. Il y a aussi un haut représentant des affaires étrangères qui est nommé.
L'idée, c'est évidemment qu'il puisse y avoir une politique étrangère commune, ce qui est quasiment impossible à 28 pays, mais c'est déjà un début, même si les pouvoirs de la représentante justement des affaires étrangères européennes sont relativement faibles. À partir de la crise de 2008, les problèmes se posent de manière vraiment très importante à l'Europe. D'abord, il y a la crise. L'Europe, avec un budget aussi faible, ne pourra pas résoudre ce problème. Ensuite, il y a la crise de l'euro. Là, la Banque centrale européenne a fait ce qu'il fallait et finalement a défendu l'euro qui avait bien failli disparaître. Puis il y a eu ensuite la crise des dettes souveraines, c'est-à-dire des dettes des États. Là, la Commission européenne, la Banque centrale et le FMI se sont mis d'accord pour aider les pays qui le demandaient, mais à des conditions draconiennes, qui a fait augmenter l'euroscepticisme, parce que l'Europe devenait une sorte d'épouvantail pour ces pays qui ont vu leur pouvoir d'achat baisser, le chômage augmenter. Donc un euroscepticisme important. Et actuellement, avec les nouvelles élections qui vont avoir lieu, on s'aperçoit que l'euroscepticisme est très important. Il est important pour plusieurs raisons. D'abord, il y a ceux qui sont souverainistes, qui pensent que les États doivent garder la main sur tout ce qui est important pour eux et que l'Europe n'a pas à être une Europe politique. Il y a ceux qui sont anti-libéraux, qui estiment que l'Europe est ultra-libérale, fait toujours le même genre de politique et finalement n'écoute absolument pas ce que voudraient les différents peuples. Donc il n'y a pas de démocratie, c'est une technostructure. Et ces deux courants, qui sont parfois tout à fait différents au niveau des gens qui les proposent, ont le vent en poupe et donc l'euroscepticisme est important. Est-ce que l'Europe sera capable de surmonter cette nouvelle crise et de former un jour un ensemble beaucoup plus intégré que celui qui existe maintenant ?